Oscillant à la frontière des faits documentés, il existe des conspirations qui s'écartent de l'inexpliqué et de l'inquiétant. La conscience publique se retrouve à suivre les fils du soupçon, du secret et de la spéculation dans le but de démêler la situation dans son ensemble. Numéro 10. Le coup de Wall Street, le complot des milieux d'affaires, le coup de la Maison Blanche. Il porte de nombreux noms, mais on l'appelle le plus souvent le coup oublié de 1933. Le complot dont peu de gens ont entendu parler. Le général de division Smedley Butler, surnommé le Fighting Quaker, était au centre de cette affaire. Il était considéré comme l'un des Marines les plus décorés de l'histoire des États-Unis et le seul à détenir la médaille de bravoure du corps des Marines. Il fut aussi la seule personne à recevoir 2 fois la Medal of Honor pour des actions militaires différentes. C'est Butler qui est devenu la voix inflexible contre le commerce de la guerre. L'Amérique, après la Première Guerre mondiale, débordait d'optimisme et de prospérité. L'industrie et les barons voleurs battèrent leur plein et les oligarques gagnaient plus d'argent que jamais auparavant. Le marché boursier non réglementé prospérait également, du moins jusqu'en 1929, lorsque les États-Unis ont sombré dans la Grande Dépression. Ainsi, la première administration de Franklin D. Roosevelt a été formée et s'est montrée attentive à la détresse des Américains, faisant la queue pour de la soupe. Les Américains blâmant le Parti républicain et Roosevelt réparant les dégâts, le peuple s'est tourné vers lui. C'est ainsi que débuta le New Deal, créant les filets de sécurité actuels, comme l'assurance chômage et la sécurité sociale. Ses opinions démocratiques et son éducation dans la vieille bourgeoisie faisaient que la plupart des hommes d'affaires et des oligarques voyaient d'un mauvais œil l'immense pouvoir et l'influence de Roosevelt. En novembre 1932, il serait élu président des États-Unis, une élection que la frange conservatrice de l'opinion publique jugea extrêmement alarmante, avec la montée des craintes de socialisme et de dépenses gouvernementales imprudentes. Ces éléments réunis mèneraient à un complot très étrange. Butler, qui se décrivait lui-même comme républicain, soutenait le Parti démocrate et a voté pour Roosevelt lors de l'élection présidentielle. 1 an plus tard, il a commencé à dénoncer le capitalisme et les banquiers. Il s'est également qualifié de gros bras de luxe pour les grandes entreprises, pour Wall Street et pour les banquiers. Ayant réalisé qu'en 33 ans de service, il avait servi les intérêts des entreprises américaines au lieu de défendre sa nation. Ce serait également en 1933 que Butler, malgré ses idées nouvellement adoptées, aurait été approché par le courtier de Wall Street et fasciste Gerald Maguire, qui aurait tenté de le recruter pour diriger un coup d'État. Gerald Maguire, dit-il, lui a proposé une armée d'hommes pour marcher sur Washington DC, ainsi qu'un soutien financier. Si le coup d'État réussissait, Butler détiendrait un pouvoir quasi absolu dans le nouveau poste de secrétaire aux affaires générales, tandis que le président deviendrait une simple figure de proue. Sous serment, Butler a témoigné qu'un groupe d'hommes d'affaires créait une organisation fasciste de vétérans pour orchestrer un coup d'État visant à renverser le président Roosevelt et qu'il voulait qu'il prenne sa place en tant que dictateur fasciste. Butler a impliqué plusieurs personnalités majeures dans ses témoignages, notamment Maguire, Robert Clark, Grayson Murphy et Prescott Bush. Tous ont nié toute implication. Maguire a été le seul à témoigner devant la commission. À l'issue des auditions, nul n'a été poursuivi, faute de preuves matérielles et parce que le coup d'État projeté n'a jamais été exécuté. Mais le rapport final a bien indiqué qu'il ne fait aucun doute que ces tentatives ont été discutées, planifiées et auraient pu être mises à exécution si et quand les bailleurs de fonds l'auraient jugé opportun. Les médias ont d'abord qualifié les déclarations de Butler de gigantesques canulars au début de l'enquête, mais ont ensuite changé d'avis en reconnaissant que l'idée d'une marche fasciste sur Washington était alarmante et bien réelle. Numéro 9. Area 51 est peut-être le 2e site américain le plus connu après la Maison Blanche. Cette installation hautement classifiée se trouve dans le site d'essai et d'entraînement du Nevada. Les opérations qui s'y déroulent ne sont pas connues du public et l'armée de l'air américaine affirme qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'un terrain d'entraînement ouvert. Le secret, la haute sécurité et la non-divulgation entourant cet établissement ont conduit à de vastes spéculations chez les Américains, comme dans le reste du monde, qui se demandent ce que c'est et ce qui s'y passe réellement. Area 51 est au cœur d'un véritable trésor de théories du complot concernant les extraterrestres. La théorie la plus célèbre affirme que le gouvernement américain possède des vaisseaux extraterrestres et tente d'en comprendre et d'en reproduire la technologie. Certaines communautés de théoriciens du complot parlent de corps extraterrestres et d'autopsie, suggérant qu'Area 51 est un laboratoire avancé ou une morgue pour des formes de vie venues de l'espace.
Bob Lazar a avancé que la théorie S4 suggère que, dans une installation séparée reliée à Area 51, il a travaillé sur des soucoupes volantes. Des ovnis ont aussi souvent été signalés dans cette zone. Des discussions alternatives évoquent des recherches sur le voyage temporel et la téléportation. Récemment, une nouvelle suggestion plausible a infiltré l'esprit des passionnés d'Area 51 et des chercheurs sur les extraterrestres. La théorie du complot pose la question suivante. Et si la zone 51 n'était en réalité qu'une diversion? L'idée a été retrouvée sur le subreddit des théories du complot, où LonelyC 5885 s'est demandé si l'installation, qui n'est pas vraiment bien cachée, pour une base supposément secrète, n'était en réalité qu'une diversion destinée à détourner l'attention d'un véritable site caché. Un théoricien a raconté qu'un de ses amis dans l'armée de l'air travaillait au Nevada et faisait souvent référence à une zone 52 sans jamais révéler ce qui s'y passait. Le commentaire suppose que la zone 51 était secrète jusqu'à ce que le gouvernement la rende publique, déplaçant alors la vraie base ailleurs et laissant l'original devenir une attraction touristique. De nombreux utilisateurs de Reddit et co-théoriciens du complot partagent aussi cette conviction. La zone 51, initialement consacrée à la recherche sur la vie et la technologie extraterrestre, a finalement suscité trop d'attention pour rester secrète. D'où le déplacement tenu secret. Certains croient que la nouvelle adresse est sur une île sans nom, absente des cartes et de Google Earth. La question est donc, si la zone 51 n'est pas le vrai lieu, où se situe alors la base secrète du gouvernement dédiée à la recherche sur les extraterrestres? La supposée zone 52 pourrait se trouver n'importe où. Il existe des bases en Alaska, comme la JBER et l'EAFB. Aux États-Unis, le camp Peary sert de terrain d'entraînement sécurisé pour les opérations clandestines de la CIA, tandis que le complexe de Cheyenne Mountain aurait été bâti pour la surveillance de la défense spatiale. On suppose également que la véritable base pourrait se trouver dans des endroits difficiles d'accès, comme des montagnes infranchissables, des paysages gelés ou dans les tranchées de profonds canyons. Numéro 8. Il existe un phénomène universellement reconnu de disparition des chaussettes, où des vêtements sont placés dans une grande machine à laver et seuls certains en ressortent. Considéré comme un événement comique qui fait rire, le mystère des chaussettes disparues, aussi amusant soit-il, est bien réel. Le vêtement en question disparaît, et personne, pas même les experts, n'a réussi à découvrir où il a fini. Certains ont proposé en plaisantant des récits absurdes, tandis que quelques-uns ont analysé le phénomène pour élaborer des hypothèses de travail. L'une de ces hypothèses est la théorie de l'espace-temps, qui suggère que les machines à laver et les sèche-linges créent de minuscules trous de verre. Cette affirmation indique que la vitesse élevée de ces appareils crée un champ électromagnétique courbant l'espace-temps, formant de petits portails où les vêtements, surtout les chaussettes, sont aspirés. Les moteurs électriques des machines à laver et des sèche-linges ont effectivement la capacité de produire des champs magnétiques de basse fréquence, qui seraient d'environ 50 à 60 Hz. Les trous de verre sont également un concept théorique qui existe dans la théorie de la relativité générale d'Einstein et n'ont jamais été observés. Des études récentes sur de possibles échos de trous de verre, ces signaux provenant de l'autre côté d'un trou de verre, suggèrent justement l'existence d'un tel écho. L'impulsion persiste autour de 56,93 Hz, se situant commodément dans la plage de fréquence, suggérée par les champs magnétiques générés par les appareils électroménagers en rotation. Cependant, il n'y a aucune preuve pour soutenir la théorie selon laquelle ces machines créent de minuscules trous de verre qui engloutissent les chaussettes. Mais, comme pour toute autre théorie du complot, cette idée sert à donner aux individus une explication possible à quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais ensuite, un étudiant en master a commencé à enquêter minutieusement sur cette anomalie et a débuté par estimer le nombre de chaussettes que chaque personne sur Terre perdrait. Le nombre moyen était de 1,3 chaussettes par an. Ensuite, une chronologie a été établie en commençant par l'adoption généralisée de l'utilisation des machines à laver, fixée à 1956. Enfin, l'étudiant a pris en compte la masse d'une chaussette moyenne, qui est de 25 grammes. Des milliards de personnes perdent chaque année des milliards de chaussettes depuis des décennies, ce qui fait apparaître un chiffre conséquent. Toutes les chaussettes perdues de l'histoire, rassemblées en un seul endroit à travers le trou de verre théorique de la machine à laver, pèserait tout simplement 1,44 fois la masse du Soleil. C'est un astrophysicien renommé qui a prouvé qu'une naine blanche ne peut pas dépasser 1,44 fois la masse du Soleil, car si c'était le cas, elle s'effondrerait simplement sous sa propre gravité et formerait un trou noir.
La théorie du complot affirme que des chaussettes transportées dans l'espace-temps se seraient accumulées en un point, formant un trou noir. Toutes les chaussettes qui disparaîtraient par la suite seraient finalement aspirées vers des lieux inconnus. Cette suggestion a été reprise par les amateurs de théorie du complot pour expliquer pourquoi des vêtements inconnus apparaissent parfois dans leurs machines à laver et sèche-linge sans que personne ne les reconnaisse. Numéro 7. Parce qu'ils ne sont plus présents aujourd'hui, le concept d'être géants ressemblant à des lézards parcourant la planète est difficile à comprendre. Nous connaissons leur forme et leur existence uniquement grâce à leur fossilisation dans les sédiments et aux ossements retrouvés. Imaginer des animaux anciens très différents de ceux d'aujourd'hui paraît fantastique, irréel et mythique. En raison de ce récit légendaire, de nombreux membres de la société partagent l'idée que peut-être les dinosaures n'ont jamais existé du tout. La théorie des faux fossiles suggère que les restes de dinosaures ont été intentionnellement créés et placés sur Terre par le gouvernement pour perpétuer un mensonge qui n'apporterait tout simplement aucun bénéfice. Selon une autre interprétation, les dinosaures seraient des dragons, ce qui suggère que les créatures mythiques des contes auraient vécu sur Terre avant le grand déluge biblique. Une croyance moins connue concernant les dinosaures est la théorie marginale qui avance que les dinosaures étaient des créations surnaturelles prétendument conçues par les Néphilim. Les Néphilim, êtres mystérieux, apparaissent dans la Genèse comme le produit des fils divins de Dieu et des filles humaines d'Adam. Leur nom se traduit approximativement par « les déchus », qui servent de puissants guerriers et géants bibliques mentionnés dans Ézéchiel et les Nombres. Ces personnages ont été, à tort, représentés comme des tyrans maléfiques en raison de leur association avec le déluge de Noé. Dans le cadre de l'interprétation généralement maléfique des Néphilim, les théoriciens du complot ont associé leur manière détestable à la création des dinosaures. Selon cette suggestion, les Néphilim, cherchant à se moquer de l'ordre naturel de Dieu, ont croisé des bêtes terrestres avec des créatures surnaturelles, formant ainsi des démons chimériques. Les dinosaures, insiste-t-il, sont donc des entités démoniaques plutôt que des ancêtres issus de l'évolution. La conspiration est liée à la théorie de l'intervalle, cette période non documentée entre la Genèse 1.1 et 1.2, où le monde préadamique aurait été créé, détruit, puis restauré 6 jours littéraux plus tard. La Genèse 1.1, explique-t-il, correspond à la création initiale de la vie, tandis que le verset 1.3 représente la recréation. Le verset 1.2 est ainsi vu comme un moment de ruine majeure, appelé le déluge de Lucifer. Selon ce point de vue, les dinosaures freinaient partie du monde préadamique, tombé sous l'influence de Satan. En raison de leur nature désormais démoniaque, les dinosaures ont été détruits par le déluge biblique, laissant derrière eux leurs ossements comme témoignage d'une époque oubliée où ils erraient comme des abominations. Selon cette théorie, les fossiles de dinosaures proviennent d'une période antérieure à la création d'Adam et Ève, donc antérieure aux Néphilim. Pourtant, la théologie et la paléontologie traditionnelle rejettent ces interprétations démoniaques des dinosaures. Il n'existe aucune preuve soutenant ces théories ou les chronologies proposées, et cela est simplement considéré comme une autre façon d'essayer de comprendre l'incompréhensibilité de l'histoire. Numéro 6. De nombreuses théories du complot concernent la Lune, telles que l'idée que les pleines lunes sont liées à des comportements irrationnels ou qu'elle abrite des extraterrestres. Certains pensent que ce satellite naturel est en réalité un vaisseau spatial creux, tandis que d'autres soutiennent que la NASA n'a jamais vraiment atterri sur sa surface. Le dictateur allemand des années 30 et 40 fait également l'objet d'autant d'histoires farfelues, comme quoi il n'aurait jamais vraiment trouvé la mort et se serait enfui en Argentine, ou encore que le Troisième Reich aurait établi la base secrète 211 en Antarctique. Certains affirment que ce groupe aurait conçu des disques volants, des engins Vril ou Anibou, semblables à des vaisseaux extraterrestres. On a aussi affirmé qu'ils détenaient des technologies occultes avancées. Le Troisième Reich et leurs dictateurs restent également présents en tant que personnages d'une théorie du complot qui nous ramène à l'entité céleste, où l'expression « l'homme dans la lune » prend une toute nouvelle signification. Les principaux théoriciens du complot sont convaincus que les nationaux-socialistes du Troisième Reich en Allemagne dans les années 30 et 40 ont développé des technologies très avancées pour son temps. Cette technologie leur aurait permis de partir vers les étoiles et d'accomplir le premier alunissage. Cette idée est née après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a été rapporté que des astronautes allemands auraient embarqué dans un vaisseau spatial, quitté l'atmosphère et se seraient installés sur la Lune sans pouvoir le documenter. L'absence de rapport pourrait avoir été voulue par les nationaux-socialistes.
Selon les théoriciens, lors de leur séjour lunaire, l'armée aurait installé une base ultra secrète inconnue de tous. Ce concept ancien a poussé certains à spéculer que le dictateur s'était réfugié sur la Lune, vivant le reste de ses jours dans une base souterraine, à l'abri de la colère de la société. Les théoriciens ont aussi relié cette idée à la hausse soudaine des observations de soucoupes volantes à cette époque. Plus précisément, ils ont évoqué Roswell, au Nouveau-Mexique, l'incident de 1947, affirmant que les nationaux-socialistes en étaient responsables. Selon certaines théories, l'armée et le dictateur auraient rencontré plusieurs races extraterrestres lors de leurs aventures. Les théories sont devenues si populaires qu'en 1947, Robert Heinlein a écrit un roman intitulé Rocket Ship Galileo, qui incorporait certains éléments issus de ces rumeurs. Le roman suit 3 adolescents et un scientifique qui construisent une fusée à propulsion atomique qu'ils utilisent pour aller sur la Lune, où ils se retrouvent ensuite confrontés à des aventures chaotiques. Écrit après la Seconde Guerre mondiale, le livre reflète la peur de l'exploration spatiale de cette période. Il a également été rédigé de manière à être scientifiquement exact pour son époque, tout en paraissant assez réaliste quant à la manière dont les voyages spatiaux se sont réellement déroulés 22 ans plus tard, lors du premier alunissage enregistré. Le niveau de détail et la précision de la fusée Galileo de Heinlein étaient suffisants pour convaincre les esprits déjà persuadés que le Troisième Reich avait réellement atteint la Lune et qu'il était même possible que le dictateur s'y cache également. Numéro 5. Pendant 9 jours, 1 heure et 32 minutes, à partir du 1er avril 2026, un équipage à bord d'Artemis 2 s'est rendu vers la Lune pour un survol lunaire. Le voyage les a menés autour de la Lune avant de les ramener, faisant d'eux les premiers à voir sa face cachée, ou côté obscur, comme on l'appelle souvent. La mission a marqué la première fois dans l'histoire documentée que l'autre côté de la Lune a été photographié, nous permettant sur Terre d'observer en haute résolution la surface criblée de cratères. Mais la mission Artemis 2 a soulevé de nouvelles questions, comme pourquoi, en 57 ans, ne sommes-nous pas retournés sur la Lune ? La réponse officielle est que la baisse de l'intérêt public a réduit le soutien à l'exploration lunaire. Mais on peut se demander pourquoi, après une seule mission, l'intérêt a soudainement diminué. Pour les théoriciens du complot, la réponse à la question de savoir pourquoi nous ne sommes pas retournés était beaucoup plus complexe. Et elle commençait par l'idée que nous n'étions pas retournés sur la Lune parce que nous n'y étions pas allés en premier lieu. Tout comme la théorie selon laquelle l'alunissage était faux, des citoyens sceptiques ont avancé que la mission Artemis 2 n'avait en réalité jamais eu lieu, mais qu'il s'agissait plutôt d'un autre événement mis en scène, juste une autre distraction pour détourner l'attention des méfaits de personnalités haut placées et populaires, et cela a fonctionné 10 jours tout au plus. Dès que les astronautes sont montés dans la fusée, le public a suivi chaque seconde avec attention. Les optimistes comme les sceptiques ont suivi la mission de près, s'émerveillant de la qualité des images retransmises sur Terre. Pour les optimistes, c'était inspirant, et ils regardaient avec admiration. Pour les sceptiques, ce n'était qu'un mensonge de plus. Selon eux, des fonds verts servèrent de décor à une fausse mission. C'était un autre moment sur le plateau du film qu'est l'Amérique. Les théoriciens ont noté d'étranges incohérences, des bugs et des éléments dénués de sens dans les images. Par exemple, certains ont souligné l'une des vidéos des astronautes et la façon dont les cheveux de Christina Koch ne se comportaient pas comme on pouvait s'y attendre. Ces cheveux restaient figés, suscitant le scepticisme sur toute la mission. Dans une autre vidéo visionnée plus d'1 million de fois, on voit les astronautes flotter en apesanteur. Mais des théoriciens ont rapidement spéculé et fait remarquer que des fils semblaient apparaître à l'image, suggérant qu'ils étaient simplement suspendus devant un décor. Des rumeurs de séquences générées par l'IA ont circulé, renforcées par l'outil de vérification de filigrane scintillé. Des débats sur les images de la face cachée de la Lune sont également entrés en jeu. Certains pensèrent que les photos étaient truquées à cause de la lumière visible, mais la NASA l'a expliqué par l'alignement du Soleil, de la Lune et du vaisseau spatial. Un autre élément présenté comme preuve pour soutenir l'affirmation, selon laquelle la mission Artemis 2 était une supercherie, était la ressemblance frappante entre les images de la mission Apollo 8 en 1968 et celle de la mission de 2026. La Terre, semblait-il, était exactement dans la même orientation par rapport à la Lune qu'elle ne l'était toutes ces années auparavant. Mais une ultime maladresse allait renforcer cette théorie du complot. Un lapsus freudien qui a suffi à convaincre une bonne partie du public que la mission Artemis 2 n'a jamais eu lieu. Lors d'une interview, le capitaine de la mission, Red Wiseman, a fait la déclaration suivante, disant, je cite, « C'est la première fois que nous allons envoyer des humains sur la Lune. »
La mission Artemis 2 aurait été la deuxième visite de l'humanité sur la Lune, si tant est que cela se soit déjà produit une première fois comme le contestent les complotistes. Numéro 4. C'est en 2024 que deux des catastrophes naturelles les plus dévastatrices se sont produites à proximité l'une de l'autre aux États-Unis. La première des deux a touché terre le 26 septembre dans le nord-ouest de la Floride et a été nommée ouragan Hélène, un puissant cyclone tropical dévastateur. L'intensification rapide a provoqué d'importantes destructions en balayant le Tennessee, la Géorgie, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Les vents étaient violents et les inondations rapides, et à la fin de son passage dévastateur, il est devenu l'ouragan le plus meurtrier à frapper les États-Unis depuis l'ouragan Maria. À peine un mois plus tard, la prochaine catastrophe dévastatrice a frappé. C'était un autre cyclone tropical surpuissant qui a apporté des vents intenses, de fortes pluies et d'immenses inondations dans le Yucatan, au Mexique, à l'ouest de Cuba et dans le centre-est de la Floride. L'ouragan Milton a touché terre en octobre 2025 et est devenu célèbre pour son intensification explosive, passant d'une tempête de catégorie 5 en moins de 24 heures au statut d'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans l'Atlantique. Milton a causé d'importants dégâts totalisant 34,3 milliards de dollars. Les réseaux d'infrastructures et les cultures ont été détruits. Comme si la destruction ne suffisait pas, après le second ouragan, une théorie du complot liée au chemtrail et à la théorie selon laquelle le gouvernement crée la météo a circulé sur les réseaux sociaux. Il a été avancé que les ouragans avaient été créés par le gouvernement des États-Unis et dirigés vers des communautés spécifiques dans le cadre d'un vaste complot politique. Au cours de la saison des ouragans de l'Atlantique 2024, il y a eu 18 tempêtes nommées et 11 ouragans, ce que certains ont interprété comme un signe qu'un certain niveau d'orchestration se jouait en coulisses. Les théoriciens ont étudié plusieurs zones touchées par les ouragans cette année, dont les trajectoires d'Hélène et Milton. Ils ont conclu que le gouvernement avait dirigé ces tempêtes désastreuses vers les États bleus, où les votes allaient majoritairement au Parti démocrate. Cela suggérait que ces catastrophes étaient d'origine politique. Les théoriciens ont aussi affirmé que, sous d'anciennes administrations, des ouragans avaient été dirigés vers les États rouges. Selon les théoriciens, les systèmes radar Doppler NEXRAD sont utilisés pour guider les tempêtes tropicales vers les cibles. Bien sûr, il n'y a aucune preuve solide pour étayer cela, et beaucoup de ces ouragans ne se produisent même pas pendant ou à proximité d'élections importantes aux États-Unis. La seule preuve apparemment à l'appui est venue de Marjorie Taylor Greene, qui détient le titre officieux d'une des politiciennes les plus déséquilibrées des États-Unis. Elle a publié sur les réseaux sociaux une carte du sud-est des États-Unis avec la légende « Voici une carte des zones touchées par les ouragans, superposée à la carte électorale selon les partis politiques, montrant comment les dégâts causés par les ouragans pourraient influer sur l'élection. » Greene suggérait ici que le Parti démocrate avait provoqué les ouragans qui ont ravagé des zones majoritairement républicaines. Des variantes alternatives de cette théorie du complot étrange suggèrent que l'administration nationale océanique et atmosphérique modifie secrètement la météo. En conséquence, la géo-ingénierie solaire a causé des tempêtes encore plus violentes. Ces rumeurs infondées sont devenues si courantes qu'elles ont obligé la NOAA à réagir. Ils ont créé et publié une fiche d'information qui aborde et démystifie chacune de ces affirmations, donnant des descriptions détaillées du fonctionnement de la météo et insistant sur le fait qu'ils ne sont pas à l'origine des tempêtes intenses qui, selon des études réelles, semblent être indiscriminées. Numéro 3. Située à Orient Point, New York, c'était une installation qui servait de défense nationale contre l'introduction accidentelle ou intentionnelle de maladies animales transfrontalières. Elle s'appelait le Centre des maladies animales de Plum Island, qui accueillait des scientifiques du PIATC, collaborant sur diverses préparations à des épidémies majeures, comprenant la réponse, les vaccins, les traitements, la détection, le diagnostic et les technologies de décontamination. Parmi les aspects les plus ciblés du centre figure la lutte contre la peste porcine africaine et la recherche de moyens pour prévenir ou traiter la maladie pied-main-bouche. L'île abritait la seule banque de vaccins contre la maladie pied-main-bouche de l'ensemble des États-Unis. Elle a été créée en 1954 et a fonctionné pendant 71 ans, fermant officiellement ses portes en 2025 pour être transférée vers une nouvelle base de mission à Manhattan, Kansas, dédiée à l'installation nationale de biosécurité et de défense agroalimentaire plus avancée. Mais le centre des maladies animales de Plum Island ne pouvait exister ou disparaître sans susciter des suppositions, théories et affirmations extravagantes sur les événements qui s'y déroulaient.
Selon une théorie du complot, la description générale de l'installation n'est qu'une façade, avançant qu'aucune véritable recherche sur les maladies n'y est menée. Au lieu de cela, les théoriciens suggèrent que c'est dans cet établissement que les scientifiques créent des hybrides homme-animal. Une expérience ratée aurait été le monstre de Montauk de 2008. C'est cet été-là qu'une étrange masse de chair de mammifères s'est échouée sur les côtes de Long Island. Les habitants l'ont appelé le monstre de Montauk, attirant les cryptozoologues. Il a été décrit sans poils, avec un corps rappelant un raton laveur, un chien ou un cochon. On pense que le monstre venait de l'installation voisine de Plum Island, soit en tant qu'expérience ratée jetée à la mer, soit comme un spécimen échappé des expériences. Une autre théorie du complot soutient que les scientifiques de cette installation, comme dans celle des extraterrestres lunaires, développaient une technologie extraterrestre. Dans une discussion bien plus plausible, des théoriciens proposent que Plum Island soit en réalité un lieu secret où le gouvernement fabrique des armes de guerre biologiques, comme la maladie de Lyme. En 2019, des sceptiques ont accusé cette installation d'être à l'origine de la maladie de Lyme en Amérique, en évoquant une rumeur selon laquelle des expériences sur les tiques y auraient été menées tout au long des années 70. Bien que cette théorie ait été démystifiée depuis longtemps, une communauté pensait que la maladie de Lyme était délibérément propagée pour des motifs politiques et pour la tester comme arme biologique potentielle. L'île de Plum a été associée à plusieurs autres théories du complot infondées, ce qui lui a valu le surnom d'île de l'horreur. Sujet de nombreux écrits et de spéculations sur des installations top secrètes soutenues par un gouvernement de l'ombre. Numéro 2. L'incident de Roswell est l'un des événements les plus connus et les mieux documentés impliquant des ovnis et des théories du complot sur les extraterrestres. C'est en 1947 que ce qui semblait être un ballon à haute altitude s'est écrasé près de Roswell, au Nouveau-Mexique, poussant l'US Air Force à se rendre sur les lieux pour récupérer l'objet tombé. La réaction a néanmoins généré de nombreuses théories du complot, des sceptiques suggérant l'implication d'extraterrestres. L'armée a alimenté l'intérêt croissant en affirmant que les débris provenaient d'un disque volant. Ils ont ensuite nié leur première déclaration, annonçant que les pièces venaient d'un ballon-sonde météorologique du projet secret Mogul, conçu pour détecter les essais nucléaires soviétiques. Ce rétropédalage n'a pas calmé les théories du complot. Au contraire, il les a renforcées, beaucoup pensant que le gouvernement voulait cacher l'existence des extraterrestres. L'événement a eu lieu durant la folie des soucoupes volantes, période marquée par des signalements d'objets étranges et de visiteurs extraterrestres. Au milieu de l'engouement pour les extraterrestres, l'incident de Roswell a attiré d'autres explications plausibles, inventées par des théoriciens du complot cherchant à comprendre ce qui s'était passé là-bas. Une explication a soulevé la question. Les soviétiques étaient-ils derrière l'OVNI de Roswell ? Cette question est apparue à la suite du témoignage d'une source anonyme qui affirmait être ingénieur dans l'entreprise connue sous le nom de UGNG. L'entreprise opérait à la Area 51, supposée base secrète, d'expérience sur les extraterrestres et de récupération de technologie. Selon cette source, il a étudié les débris du crash de Roswell avec 4 autres ingénieurs de UGNG. Et d'après ce qu'il a vu et ses propres opinions à ce sujet, il a développé l'idée que l'incident de Roswell impliquait les soviétiques. Pendant la guerre froide, il a dit que les soviétiques ont tiré parti des travaux réalisés sur les avions à ailes volantes, qui étaient conçus par 2 socialistes allemands, Walter et Reimar Orten. Apparemment, ils ont développé un objet en forme de disque qui offrait un vol furtif et pouvait échapper à la détection radar. On suppose que l'armée des États-Unis a perfectionné cette technologie là-bas, à la zone 51. Au cours des décennies suivantes, l'armée a présenté des avions comme nous n'en avions jamais vu auparavant, y compris le F-117, conçu comme un avion d'attaque furtif. Les dirigeants soviétiques se sont inquiétés en constatant les progrès technologiques rapides de leurs rivaux, y compris la création et l'utilisation de la première ogive atomique. L'incident de Roswell, selon la source anonyme, aurait été créé par l'Union soviétique comme un avertissement. Il pouvait et allait déclencher une supercherie d'ovnis qui ferait peur à tous les Américains. Une peur déjà installée par la diffusion radio de la guerre des mondes des années plus tôt. Selon la source, les soviétiques ont créé un vaisseau-mère qui abritait de plus petits disques volants. Le jour de l'incident de Roswell, le prétendu vaisseau-mère planait dans la région de l'Alaska, envoyant les drones. L'un de ces engins est entré dans l'espace aérien des États-Unis et par des moyens inconnus s'est écrasé à Roswell. À l'intérieur, il y avait des humains modifiés avec de grandes têtes et yeux. Ils étaient prétendument le résultat d'une expérience menée par un savant fou,
Joseph Mengele. Les personnes dans le coma ont ensuite été conduites à la zone 51. Les théoriciens du complot pensent que cette explication correspond à l'incident de Roswell, y compris la soudaine augmentation des signalements d'OVNI, qui, selon l'affirmation anonyme, seraient les petits drones libérés par le vaisseau mère. Les soviétiques, selon cette théorie, ont réussi exactement ce qu'ils visaient. La panique s'est répandue à travers l'Amérique, de nombreux citoyens croyant qu'ils étaient attaqués par une espèce extraterrestre. Les craintes ont été renforcées par la déclaration initiale de l'armée, qui affirmait que l'objet de Roswell était un disque volant. Après cette déclaration et les théories en circulation, la rumeur s'est répandue que l'explication du ballon-sonde servait de couverture. Numéro 1. Le 5 mai 2026, alors que le nombre de déclarations extravagantes augmentait, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth s'est adressé au public avec une déclaration étrange, disant « Je ne peux ni confirmer ni nier si nous avons des dauphins kamikazes, mais je peux confirmer que nous n'en avons pas. » Le « il » auquel il faisait référence, c'est l'Iran. Et la déclaration qu'il a faite lors d'une interview au cours de laquelle un journaliste a évoqué une rumeur concernant de prétendus dauphins kamikazes utilisés par l'Iran. Selon la théorie du complot, l'armée iranienne envisagerait d'utiliser des dauphins équipés d'explosifs pour attaquer les navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz, où un conflit est en cours. Cette affirmation s'est répandue il y a 20 ans après des rapports sur l'achat par l'Iran de dauphins militaires à l'ex-URSS en 2000. Les dauphins de combat viendraient de l'installation de Kreman, amenée par l'ancien dresseur cherchant des fonds pour nourrir les animaux. Les théoriciens disent que les dauphins ont été dressés pour attaquer navires et plongeurs. Sous le contrôle de l'Iran aujourd'hui, on suppose qu'ils seraient désormais équipés d'armes destinées à cibler les intrus sous-marins. Bien que cela puisse sembler être un concept tiré de films de science-fiction, il a été noté que ces mammifères marins sont très intelligents et qu'ils ont déjà été utilisés dans des opérations militaires auparavant. Ce n'était pas seulement l'Union soviétique. La marine américaine a aussi formé des dauphins et des lions de mer pour la défense sous-marine, comme la détection de mines, la récupération d'objets et la lutte contre les plongeurs. Cependant, il a été signalé qu'ils n'ont jamais été armés. C'est pourtant le ton moqueur et discréditant de Hegseth qui a suffi à convaincre beaucoup de gens qu'il pourrait y avoir plus dans cette histoire que ce que le gouvernement est prêt à révéler. Le petit rire du genre « je ne peux ni confirmer ni nier si nous avons des dauphins kamikazes » semblait faire allusion à l'idée qu'il était possible que les États-Unis possèdent effectivement une telle arme. Au début, Hegseth a dit « je n'ai jamais entendu parler de cette histoire de dauphins kamikazes. C'est comme les requins avec des rayons laser, non ?» Depuis, les médias scrutent de près les déclarations officielles faites par les États-Unis. Le démenti sur les dauphins kamikazes iraniens a été vu plus comme une minimisation que comme une confirmation des faits. Depuis, les réseaux sociaux s'agitent, interprétant l'humour de l'interview comme un rire nerveux, typique de la tromperie. Ce qui alimente encore plus les spéculations, c'est le mythe persistant sur Internet selon lequel 30 dauphins de la marine américaine, entraînés au combat, auraient disparu pendant l'ouragan Katrina. La théorie du complot selon laquelle l'Iran prévoirait d'utiliser ce type d'arme n'a en réalité aucun fondement. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.